Alors, Brûlons Voltaire, le titre de cette comédie vaudevillesque, invite joyeusement, avec son point d'exclamation final et sa deuxième personne du présent de l'impératif, à mettre le feu, alors non pas directement au patriarche de Ferner, assurez-vous, mais à la collection de ses œuvres complètes. Il s'agit de faire un auto-da-fé. Ce titre est évidemment d'abord provocateur, d'une provocation comique. Mais mon hypothèse est que le sens de cette pièce, le sens profond de cette pièce, de cette comédie, éclairé par le contexte historique des années 1870, invite à le prendre un peu plus au sérieux. Et si Brûler Voltaire permettait sérieusement d'apaiser des conflits politiques qui divisent de longue date la société française? Alors notons pour commencer que malgré son titre provocateur, la représentation de cette pièce en mars 1874 ne provoque étonnamment que peu de remous politiques. Pourtant, au début des années 1870, à la fin du XIXe siècle, le seul nom de Voltaire suffit à électriser la presse et à susciter un affrontement farouche entre deux Frances, en fait. Pour faire simple, on pourrait dire, pour schématiser, on pourrait dire la rouge et la noire. D'un côté, les fils de Voltaire et de l'autre, les fils des croisés, représentés dans la pièce par l'opposition entre, d'un côté, le voltairien Marchavant, et de l'autre, la baronne, qui est anonyme. Les républicains, qui tentent de s'assurer le pouvoir au début des années 1870, alors que la Troisième République n'est pas encore fermement installée, choisissent en Voltaire une figure paternelle, hostile au cléricalisme et à toutes les forces de la réaction. En 1874, la pièce est même créée en pleine politique d'ordre moral, donc une période profondément réactionnaire, menée par le maréchal de MacMahon. Et ce n'est qu'en 1878, le centenaire de la mort de Voltaire, qui porte à son paroxysme cette opposition entre deux Frances, qui mettra fin à la politique d'ordre moral. Pourtant, bien qu'elle soit jouée dans ce contexte, les critiques littéraires de l'époque, dont Louis Molland, futur éditeur des œuvres complètes de Voltaire, salue l'équilibre trouvé par les dramaturges, puisque la pièce est coécrite en fait par Eugène Labiche et Louis Leroy. Louis Molland salue l'équilibre qui a été trouvé dans la critique à la fois des dévots et des progressistes. Derrière cet équilibre se cache en fait une équivalence qui est faite entre deux groupes qui tend à faire du voltairien un nouveau Tartuffe. Alors cette réception bienveillante tient peut-être à ce que le nœud de la pièce paraît à première vue assez classique et hérité en droite ligne de la comédie de mœurs molièresque, puisqu'il s'agit d'un jeune couple, Alice et Maxime, qui s'aiment et veut se marier. Mais leur contrat de mariage dépend en fait d'un autre contrat, d'un autre acte notarié, qui est celui de la vente du château de Chignac par la veuve baronne, qui est la mère d'Alice, à un bourgeois nommé Marchavant, qui s'avère être l'oncle fortuné de Maxime. Or, les deux actes notariés se trouvent menacés par l'opposition idéologique qui divise la dévote baronne et le voltairien dans la pièce. Leur querelle se cristallise donc autour des œuvres complètes de Voltaire, que la baronne veut soustraire à la vente de ses biens pour pouvoir les brûler, comme elle l'a promis à son confesseur le matin même, ce qui constitue aux yeux de l'oncle un véritable sacrilège. Un sacrilège suffisant pour tout annuler, la vente et donc le mariage. Alors, cette situation toute caricaturale et comique n'en reflète pas moins assez fidèlement la réception du patriarche à l'époque, qui tient beaucoup à des positions de principe. Donc à première vue, dans le dispositif dramatique, tout semble opposer le libre penseur Marchavant et la dévote baronne. Marchavant incarne jusqu'à la caricature tous ces journalistes républicains, que ce soit du bien public ou du siècle,
ou bien encore les membres de la Société d'anthropologie qui organiseront le centenaire de 1878 en hommage à la mort de Voltaire, ou encore leurs riches mécènes, je pense par exemple au chocolatier Meignier, très connu. L'admiration de Marchavant pour le patriarche constitue donc une part essentielle et revendiquée de sa propre identité, au point qu'il porte en permanence sur lui un exemplaire de, je cite, son éloge du grand homme, couronné en 1865 par l'Académie de Cahors, en permanence dans sa poche. Quand Voltaire est attaqué par la dévote baronne, qui menace de brûler ses œuvres sous peine de rompre le contrat de vente, Marchavant se sent donc personnellement agressé et défend la mémoire du patriarche moins pour la qualité de son œuvre ou son influence politique que comme un marqueur identitaire. On peut imaginer que dans une moindre mesure, ce sentiment ait été partagé, vraiment, par bon nombre de voltairiens des années 1870 pour qui voltairianisme, progressisme et républicanisme se confondent. Maxime pousse d'ailleurs son oncle à avouer que sa farouche défense de Voltaire n'a rien de profondément philosophique, mais tient seulement au respect de sa propre cohérence identitaire. Erreur de jeunesse, accès de fièvre, le voltairianisme contraint cet homme par ailleurs raisonnable à s'emporter outre mesure. C'est ce que dit la pièce. Il importe finalement peu à Marchavant que Voltaire soit brûlé, mais il ne veut pas en assumer lui-même la responsabilité. C'est ce que révélera le dénouement de la pièce, dans lequel on apprend que le baron, qui est décédé, s'est déjà chargé de l'autodafé avant sa mort. Marchavant figure donc en fait un personnage miroir de la baronne, chacun considérant l'autre comme un dévot, ce qui transparaît dans leurs invectives. Il la traite de bigote, elle le traite d'idolâtre. Et les dramaturges, Eugène Labiche et Louis Leroy, donnent implicitement raison à la baronne. Quelques répliques plus loin, quand Marchavant dit refuser de briser l'idole qu'il a élevée à Voltaire, ce qui reviendrait à un sacrilège, je le cite. Eugène Labiche et Louis Leroy renvoient donc dos à dos et se moquent pareillement deux fanatismes, équivalents à leurs yeux, la dévotion religieuse d'un côté et le voltairianisme hypocrite de l'autre. Alors c'est un ressort comique efficace, mais qui a pour effet de dépolitiser le débat. Il n'est par exemple à aucun moment question de république ou de restauration dans cette pièce, des concepts que l'on associe pourtant assez instinctivement aux stéréotypes de ces deux personnages, encore plus sans doute en 1874, alors que l'incertitude règne au sujet du nouveau régime de la France. C'est, dans le vaudeville, une manière traditionnelle d'atteindre cette fameuse gaieté qui nécessite l'effacement du moral, du social et du politique. Mais l'évitement des polémiques politiques du moment, d'actualité de l'époque, n'empêche pas la pièce, à mon sens, de porter, presque malgré leurs auteurs, un sens politique profond. Et j'ai envie de dire, peut-on vraiment y couper dès lors qu'on touche à Voltaire ? Il me semble que rejouer Voltaire au théâtre, en 1874, oblige à se positionner par rapport à cette figure. Et je dis en 1874, mais c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui. C'est à ça que j'aimerais qu'on réfléchisse. Pardon, mais je fais tout à la fois dans les coulisses, donc... Je passe le préambule, oui, et j'arrive directement à l'objet de la vente. Primo, le château de Chignac avec parc et toutes ses dépendances. Secundo, tout ce qui est vaisselle, mobilier, livres, meubles meublants, bibliothèque, etc. La bibliothèque ? Oui, la bibliothèque. Oui. Pardon, j'ai une réserve à faire. Laquelle ? Je désire accepter de la vente un ouvrage de la bibliothèque. Oh, sans doute un souvenir de famille. Oh, permettez-moi de vous l'offrir. Oh, quelques prix de collège, sans aucun doute. Non, monsieur. Grâce à Dieu, on n'offre pas encore dans les collèges de pareils ouvrages. Oh, c'est un mauvais livre. Oui, les œuvres de monsieur le Voltaire. Oh, vous tenez à les conserver. Non, monsieur. J'ai promis à quelqu'un ce matin même de les brûler. Oh, brûler Voltaire, le patriarche de Ferney. Oui, Bah oui. le patriarche. Mais le flambeau de l'humanité, c'est mon préféré. Torche allumée par l'enfer. Oh, mais d'abord l'avez voulu. Jamais. D'ailleurs, D'ailleurs, j'ai promis, Oui. solennellement promis, le jour où je vendrai le château, de le jeter au feu. Oh, oh, excusez-moi là, choisissez un autre ouvrage, La Fontaine, Molière, qui vous voudrez, mais pas Voltaire. J'ai des raisons particulières de ménager ce grand homme.
Et lesquels, s'il vous plaît? J'ai écrit, il y a 20 ans, un éloge éclatant de ce grand homme, un éloge imprimé qui a été primé par l'Académie de Caen. L'éloge de ce monsieur! Oh, permettez-moi, mademoiselle, de vous en offrir un exemplaire. Ma fille! Respectez ma fille! Non, mais pardon, je vous demande pardon si j'interviens, mais c'est en tant que notaire. Il y a peut-être un moyen de s'entendre. Ne cédez pas! Mais il serait fâcheux de faire mentir Monsieur Marchavant un acte important. Un acte de 275 000 francs pour de misérables volumes. Misérable volume, Voltaire! Oh! Et je reconnais qu'il y a de très bons endroits. Très bon endroit! Mais aussi de très condamnables. Ah, donc vous l'avez lu? Jamais. Non, mais je compte le lire. Mais bref, est-ce qu'on ne pourrait pas, à titre de transaction, en brûler quelques-uns et conserver les autres? Oh non! Nous nous sommes frappés dans la main. Donc, je vous ai tout acheté. Le château, ses dépendances, tout. Sauf les meubles de blanc, bien sûr. Sauf le linge de table et le linge de corps. Voltaire serait-il un linge de corps ou un linge de table? Non. Donc, les livres m'appartiennent. Donc, on n'en brûlera pas un seul feuillet. Non. Et moi, monsieur, je vous dis qu'on le brûlera! Non, madame, on ne le brûlera pas. Oui, monsieur, on le brûlera! Non, on ne le brûlera pas. Non et non. Et Voilà. là, il n'y a rien de fait. Soit, il n'y a rien de fait. Si je m'attendais à cela. Oui, oh, écoutez, j'en ai assez. Moi, de votre vieille bigote. Oh, excusez-moi, le terme m'a échappé. Je voulais tout simplement vous dire, madame, que si vous tenez à jouer le rôle de l'été noir, moi, je ne vous tiendrai pas la bougie. Non, Je vous salue, monsieur! madame. On le brûlera. On le fanatique, idolâtre. Fanatique, vous, fanatique, idolâtre, fanatique. Alors contrairement à Marchavant d'un côté et à la Baronne de l'autre, les trois autres personnages de la pièce privilégient la vie concrète, la vie des sentiments, sur les idées politiques. Au flambeau des Lumières d'un côté et aux flammes de l'Inquisition de l'autre, on retrouve le jeu de mots sur le feu, qu'Eugène Labiche utilise à merveille, qui caractérise donc Marchavant et la Baronne, répondent en fait les feux de l'amour d'Alice et Maxime. Afin de convaincre l'oncle de dépasser son opposition de principe à la Baronne pour favoriser le mariage de son neveu, Alice fait mine de ne pas percevoir du tout la portée symbolique qu'aurait cet autodafé, de brûler Voltaire. Ce n'est que du papier, après tout, dit-elle naïvement, au sujet des œuvres de Voltaire. C'est absolument inaudible, évidemment, pour Marchavant. Ne pas brûler Voltaire est pour ce personnage une pure question de principe moral. Dès lors, il confère à la moindre édition des œuvres du patriarche une dimension sacrée. On peut presque parler, en fait, en accord avec la métonymie du titre. Brûlons Voltaire, c'est brûlons Voltaire personne et les œuvres de Voltaire. Et donc, en ce sens, on peut presque parler de transsubstantiation, comme si Voltaire était ses œuvres, était les livres. De même que pour un catholique, le pain béni est véritablement le corps du Christ, aux yeux de Marchavant, aux yeux du voltairien, la moindre page de Voltaire incarne pour lui l'âme de l'écrivain, et donc la brûler, c'est le brûler. Alors, je vous rappelle au passage ce que Voltaire pensait de la transsubstantiation. Non seulement un Dieu dans un pain, mais Dieu à la place du pain, 100 000 miettes de pain devenues en un instant autant de dieux, et cette foule innombrable de dieux ne faisant qu'un seul Dieu. C'est dans le dictionnaire philosophique, article transsubstantiation. Tout en se revendiquant donc de celui qui a écrasé l'infâme, Marchavant fait preuve de fanatisme aux yeux des dramaturges. Il suffit pourtant, c'est bien simple, nous disent-ils, pour dénouer la pièce, de remplacer cette édition unique et litigieuse des œuvres complètes par plusieurs autres éditions, répandues dans les bibliothèques populaires de l'époque par un Marchavant devenu mécène, qui pourrait tout à fait financer, grâce à sa fortune, la diffusion des œuvres de Voltaire. On brûle une édition et on la multiplie. C'est un peu la multiplication des pains version Eugène Labiche. Et ainsi racheter sa conscience par l'achat de livres. Autre solution,
qui est proposé dans la pièce par le notaire, maître Lamblin, qui arrive trop tard à la fin de la pièce, mais qui est une solution possible, remplacer l'édition litigieuse par une autre, à brûler, une autre achetée d'occasion qu'il a eue, dit-il, pour 45 francs, et à laquelle il ne manque que la Henriade. Bon. Désacralisé ainsi, Voltaire redevient un simple produit marchand que l'on peut estimer et dont on peut se débarrasser facilement, sans remords, par la vente plutôt que par les flammes. Tout l'enjeu de la pièce, qui est donc à mes yeux une modeste réduction comique des querelles nationales, est donc de faire signer un acte notarié, un contrat, à des personnages qui ne peuvent pas s'entendre a priori, pour rétablir une sorte de paix sociale, pour que la société puisse avancer. La société fondée sur le sacré serait minée par la concurrence des dogmes et devrait, selon les dramaturges, évoluer vers une société du contrat. Tout dogmatisme, religieux et voltairien, semble ainsi pouvoir être dépassé grâce à une forme de pragmatisme bourgeois un peu joyeux. Les antagonistes, Marchavant et la baronne, ne lisent pas Voltaire, mais ils adoptent des positions de principe et dès lors se donnent en spectacle. Et c'est ça que critique la pièce, c'est ça dont elle se moque, en tout cas. Dès lors, il me semble que le titre de la pièce n'apparaît plus seulement comme un trait malicieux ou ironique de la part d'Eugène Labiche et Louis Leroy. Il invite une communauté indéfinie, pouvant regrouper libres penseurs et catholiques, auteurs et spectateurs, à sacrifier symboliquement les œuvres de Voltaire. Et si on brûlait Voltaire pour résoudre nos querelles, pour dépasser nos querelles? Il s'agit de sacrifier les œuvres sur un autodafé, il s'agit aussi de sacrifier l'image de Voltaire, ce qu'il représente pour chacun, son héritage mémoriel, sa personne sacrée presque, au sens où on parle de personne sacrée du roi, et là on parle du roi Voltaire, comme titrait Housset au milieu du XIXe siècle. Oh, il ne s'agit pas de censure, il ne s'agit pas de censurer les textes, mais de couper court aux querelles de clochers qui menacent la vie en société. La dispute au sujet de Voltaire doit cesser, ne doit plus faire spectacle. C'est toujours ce que dit la pièce, évidemment. Brûler Voltaire, c'est mettre symboliquement fin à une querelle de clochers entre cléricaux et libres penseurs. Dans la pièce, l'autodafé voltairien est l'occasion de trouver un compromis entre des personnages irréconciliables, au nom du bien commun qui est symbolisé par le mariage des deux amoureux. Cette comédie me semble donc appeler au fond, peut-être plus sérieusement qu'on ne le croit en la voyant, en la lisant, à brûler Voltaire. Alors pour cela, Eugène Labiche et Louis Leroy ont une solution beaucoup plus simple que l'autodafé. Il suffit de vendre Voltaire. Voltaire ne doit plus trôner immuable dans les bibliothèques des notables, comme c'est le cas au début de la pièce, mais intégrer une littérature d'échange, meilleur marché, donc moins précieuse, qu'on peut s'échanger et voire brûler sans trop de regrets, parmi d'autres auteurs divers, sur un modèle prôné à l'époque par Louis Hachette. Consommer Voltaire, si vous me permettez le jeu de mots, évite de le consumer. La vente remplace explicitement l'autodafé dans la pièce. Le livre remplace le spectacle. Cependant, un tel modèle, bourgeois, disons le mot, interdit aussi que l'on brûle sincèrement de passion pour Voltaire. Les convictions et les idées, parce qu'elles divisent forcément, ici au sujet de Voltaire, sont éteintes au profit de la paix sociale et du contrat. N'est-ce pas d'ailleurs une idée assez voltairienne, directement héritée des lettres philosophiques, que de conférer au commerce le pouvoir d'éteindre les querelles idéologiques? Brûlons Voltaire en dit, à mon sens, plus qu'elle n'y paraît sur les mentalités bourgeoises de la Troisième République, voire au-delà. La pièce me semble trahir un certain rapport matérialiste à la littérature, ou du moins à l'objet livre. Un livre, dans la pièce, est soit le signe extérieur d'un certain capital culturel, qu'on affiche, qu'on expose dans sa bibliothèque, dont on expose les reliures, c'est comme ça que la baronne retrouve, ou recherche en tout cas, son Voltaire dans sa bibliothèque, grâce à la reliure, qui prend la poussière, disons-le, dans la pièce. Donc soit un signe extérieur de capital culturel, soit un produit marchand estimable qu'on s'échange
une fois qu'on l'a lu. Le livre, même le plus polémique, même un livre de Voltaire, peut ainsi être rendu complètement inoffensif s'il est transformé, dès lors qu'il est transformé en bien de consommation. Je parlais de Louis Hachette. Il faut savoir que Zadig, par exemple, est un des premiers romans à intégrer les bibliothèques de gare, les bibliothèques de chemin de fer, que met sur pied Louis Hachette à la fin du XIXe siècle. Pourtant, il est paradoxal que la pièce se termine sur un double appel. Un appel à la lecture, certes, mais aussi un appel à la revente d'occasion. Une fois qu'on a lu Voltaire, on peut s'en débarrasser. C'est donc, à mon avis, ce spectacle est donc, à mon avis, le récit de l'esquive d'un spectacle. On esquive l'autodafé, on esquive aussi la querelle, l'agone, le conflit, qui est le cœur même de ce qui se passe sur une scène de théâtre. Au nom de quoi ? Au nom du mariage, du bien commun, du contrat, encore une fois. Au profit d'une lecture de gare, une lecture de passage sans conséquence. Donc tout comme elle oppose fondamentalement, à mon avis, une société du sacré et une société du contrat, la pièce oppose, à mon sens, une littérature du spectacle et une littérature du livre. Il n'y a pas, en fait, de meilleure manière que la censure, qui est là juste la version moins spectaculaire de l'autodafé dont il est question dans le texte, pour rendre toute sa dimension sacrée, et donc polémique, à un auteur. Brûler Voltaire comme le jouer au théâtre, en fait c'est deux choses identiques en un sens, c'est prendre le risque de réactiver les polémiques qu'il suscite. Le vendre et le diffuser sous toutes les formes tend au contraire à le rendre inoffensif.